Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernière Nouvelle des Étoiles. Si DNDE était une émission en anglais, seriez-vous en mesure de la suivre? Peut-être pas encore, mais ça pourrait être rapidement le cas, grâce à Cambly, le sponsor de cette vidéo. Dans le spatial, l'anglais est la langue de travail par excellence. C'est aussi celle qui permet le mieux de suivre les actualités du secteur. Vous pouvez faire un tour dans nos sources en description pour vous en rendre compte. Même en dehors du spatial, l'anglais devient de plus en plus nécessaire professionnellement et dans bien des aspects de la vie courante. C'est souvent en dehors de l'école qu'on fait les plus gros progrès en langue. Et pour vous aider à y parvenir, Cambly a mis en place une plateforme très performante. Elle vous met en relation avec des tuteurs dont l'anglais est la langue maternelle, pour des leçons efficaces, fun et décontractées. Vous pouvez les sélectionner selon leur accent ou leur centre d'intérêt. Vous verrez que certains d'entre eux s'intéressent à l'astronomie. À l'occasion du Black Friday, Cambly vous propose une réduction de 60% sur l'abonnement de 12 mois. C'est la plus grosse réduction de l'année et elle est en plus accompagnée d'un cours d'essai gratuit de 15 minutes sans engagement. Voilà une très belle opportunité d'acquérir le niveau d'anglais dont vous avez toujours rêvé pour un prix imbattable. Pour profiter de cette offre limitée, je vous renvoie vers l'affiche et vers le lien en description. Quant à nous, place à l'actualité spatiale. Détecter une exoplanète semblable à la Terre où la vie pourrait être possible est un des défis que l'astronomie va probablement pouvoir relever dans les années et les décennies qui viennent. Le problème, c'est qu'on ne sait pas très bien où chercher. Une telle planète graviterait-elle forcément autour d'une étoile semblable au Soleil? Ressemblerait-elle vraiment à notre planète? Ou pourrait-elle par exemple être une super-Terre? Des planètes encore plus habitables que la nôtre peuvent-elles même exister? Les capacités d'observation actuelles ne peuvent pas vraiment répondre à ces questions. On peut généralement donner des approximations de la masse et ou de la taille des exoplanètes ainsi que de leurs paramètres orbitaux. Les candidates les plus intéressantes sont donc celles dont les caractéristiques physiques se rapprochent de celles de la Terre et qui ont une orbite leur permettant de recevoir suffisamment d'ensoleillement pour abriter de l'eau liquide. On en connaît quelques-unes, comme par exemple Kepler 69c. Il est peut-être contre-productif de se montrer trop restrictif dans ses recherches. Des exoplanètes pouvant abriter la vie pourraient en effet se retrouver là où on ne les attend pas trop. Un des gros points d'interrogation concerne les naines rouges. Ce type d'étoile est le plus courant dans la Voie lactée. Elle pourrait représenter plus de la moitié des étoiles de notre galaxie, bien que ce chiffre soit difficile à estimer. Elles sont aussi assez inhospitalières. Nombre d'entre elles sont sujettes à de violentes éruptions qui inondent leur système planétaire de dangereux rayons X. Pas idéal pour la vie. Il semble pourtant que des planètes de type terrestre puissent se former autour de telles étoiles. On en a un bel exemple à proximité avec Proxima Centauri b. Dans une étude publiée le 29 septembre, 2 chercheurs japonais font même l'hypothèse qu'un nombre significatif de ces planètes abritent de l'eau liquide. Ils se basent sur une modélisation de l'atmosphère primordiale de telles planètes. Principalement constituée d'hydrogène, elles devraient normalement être oxydées par la présence d'une jeune croûte rocheuse en fusion, ce qui formerait des quantités plus ou moins importantes de vapeur d'eau. Si la planète se trouve en plus dans la zone habitable de son étoile, cette eau pourrait rester pour de bon, formant une diversité de résultats, allant de la planète océan à celle simplement recouverte de quelques mares. Les exoplanètes de taille terrestre, gravitant dans la zone habitable de naines rouges, devraient constituer une cible de premier choix pour la recherche de la vie en dehors du système solaire. Malgré les importantes radiations auxquelles elles peuvent être soumises, elles présentent en effet un bon nombre d'avantages. Elles sont nombreuses et donc potentiellement très proches de nous. Elles sont aussi faciles à détecter, puisque leur étoile n'est pas très massive et peu lumineuse. Comme ce sont des étoiles très stables, elles peuvent aussi offrir une longévité des conditions favorables à la vie. Alors que dans quelques milliards d'années le Soleil aura transformé la Terre en une véritable fournaise, les planètes gravitant autour de naines rouges peuvent profiter d'un ensoleillement stable pendant des centaines, voire des milliers de milliards d'années. De quoi donner à la vie de nombreuses opportunités de trouver un chemin. Des relevés dédiés aux exoplanètes autour de naines rouges, tels que le projet Carménès, devraient fournir un grand nombre de candidates, qui pourront alors éventuellement être caractérisées à l'aide des télescopes spatiaux James Webb et Nancy Grace Roman.
Ce dernier sera lancé en 2026 à l'aide d'une fusée Falcon Heavy. Et la semaine dernière, on a justement pu revoir voler cet impressionnant lanceur. Cela faisait 3 ans que la Falcon Heavy n'avait pas décollé. Le lanceur super lourd de SpaceX semble ainsi avoir un peu de mal à rencontrer son marché. Pour ce retour en vol, tout s'est cependant bien déroulé. Une charge utile confidentielle appartenant à l'US Space Force a été placée en orbite, probablement un satellite de communication. La configuration du lancement était inédite, avec récupération des 2 boosters latéraux, mais utilisation jusqu'à épuisement du booster central, ce qui a permis à la fusée de produire plus de travail. La bonne nouvelle pour les amateurs de ces lancements toujours spectaculaires, c'est qu'ils n'auront pas longtemps à attendre avant le prochain tir. Celui-ci aura probablement lieu fin décembre ou début janvier pour le compte de l'entreprise Viasat. Comme quoi, la Falcon Heavy peut aussi séduire le marché commercial. SpaceX nous donne l'impression que récupérer les boosters d'une fusée orbitale est un jeu d'enfant. C'est pourtant loin d'être le cas, comme l'a constaté Rocket Lab vendredi dernier. L'entreprise de Peter Beck a effectué son 9e lancement de l'année avec la fusée Electron, ce qui constitue pour elle un record. La mission a été un succès, elle a permis de placer en orbite un satellite de recherche suédois. Rocket Lab souhaitait en profiter pour tenter un exercice un peu fou. Récupérer le premier étage alors qu'il descendait sous parachute et avant qu'il ne tombe dans l'océan. Cela devait se faire à l'aide d'un hélicoptère et d'un crochet. Une perte de télémétrie de l'étage a cependant rendu la sortie de l'hélicoptère trop dangereuse et le booster d'Electron est tombé à faible vitesse dans l'océan. Il a pu être récupéré par un navire dédié, mais ce contact avec l'eau salée rend la réutilisation très improbable. Rocket Lab va donc devoir encore travailler pour rendre sa technique de récupération possible. Il n'y a d'ailleurs pas que pour Rocket Lab que les premières sont compliquées. Du côté de chez Boeing, on vient d'accumuler un énième retard pour le vaisseau CST-100 Starliner. Son premier vol habité n'aura finalement pas lieu avant avril 2023, et sa première mission opérationnelle pour le compte de la NASA se fera en 2024, soit près de 4 ans après que la Crew Dragon ait passé cette étape. Ce report doit notamment permettre de ne pas surcharger l'ISS, qui va recevoir la visite de nombreux vaisseaux début 2023. Le travail d'enquête sur les anomalies détectées lors du dernier vol sans équipage continue en parallèle, la NASA souhaitant s'assurer que tout est maintenant sous contrôle. L'absence du vaisseau se fait sentir dans le planning de l'agence spatiale américaine. Cette dernière est obligée d'avancer des vols de Crew Dragon pour remplacer des missions qui auraient dû être effectuées en Starliner. Il devient donc crucial que le vaisseau de Boeing soit opérationnel. Pour en finir avec les retards, c'est chez Virgin Galactic qu'on vient de repousser l'entrée en service d'un second vaisseau Spaceship Two. L'entreprise préfère prioriser la remise en état du premier d'entre eux. Elle va également consacrer ses efforts au développement du véhicule Delta, qui doit amener des améliorations significatives par rapport au Spaceship Two, mais qui ne volera pas avant quelques années au moins. Avec la New Shepard elle aussi clouée au sol, on devrait donc prendre une belle pause dans les activités de tourisme suborbital. L'ère de l'espace pour tous n'est donc encore clairement pas pour demain. En Europe, on ne parle pas encore du vol habité, ce qui n'empêche pas d'avancer à grands pas dans l'exploration du système solaire. L'ESA lancera dans environ 6 mois la mission JUICE qui ira explorer plusieurs lunes de Jupiter. La mission n'a pas encore décollé que l'agence pense déjà à aller encore plus loin, du côté de Saturne. Voilà quelques jours, on a ainsi découvert le concept de la mission Moonraker, qui irait s'intéresser à la petite lune Encelade. Encelade est un des corps les plus intéressants du système solaire. Sous les effets de marée de la géante aux anneaux, elle semble être capable d'entretenir un océan d'eau liquide, profondément sous sa croûte de glace. Au fond de cet océan, l'eau liquide serait en interaction directe avec un plancher océanique rocheux, le type de milieu qui a probablement contribué à l'apparition de la vie sur Terre. Il y a donc de gros enjeux à essayer de caractériser un peu mieux cet océan lointain. Par chance, on peut y parvenir sans avoir à forer la glace de la Lune. Il n'y a même pas besoin de se poser à la surface. En effet, Encelade expulse régulièrement d'immenses geysers dont les particules grimpent à des centaines de kilomètres d'altitude.
L'idée qu'il y a derrière Moonraker serait de concevoir une sonde qui irait se mettre en orbite autour de Saturne. Régulièrement, elle survolerait Encelade et traverserait les éjectats de ces geysers pour les analyser. Cela donnerait des indices pour comprendre la chimie et la dynamique de l'océan souterrain et pour déterminer s'il abrite potentiellement des conditions favorables à la vie. L'étude préliminaire publiée par un groupe de chercheurs européens laisse entrevoir une sonde d'un peu plus de 2 tonnes, qui décollerait en 2036 sur une fusée Ariane 62. Elle arriverait dans le système saturnien 12 ans plus tard. La sonde serait dotée de panneaux solaires, ce qui à ma connaissance est une première aussi loin dans le système solaire. On imagine que ces derniers seraient donc surdimensionnés. Le système de communication, de navigation et les instruments s'inspireraient en grande partie du travail réalisé pour JUICE, ce qui réduirait le coût de la mission. En tout, 23 survols d'Encelade seraient menés sur la totalité de la mission. Une telle mission demanderait certainement un budget conséquent, au moins comparable à celui de JUICE dont la facture se compte en milliards d'euros. L'Europe a très certainement les compétences techniques pour mener une telle mission à bien. Reste à voir si elle en aura la volonté politique. À l'heure où les États-Unis se tournent de plus en plus vers le système solaire externe et où la Chine compte mener ses premières missions au-delà de l'orbite de Mars, ce serait un signe fort pour démontrer que l'ESA reste une agence spatiale de tout premier plan. Nous voici en tout cas arrivés au bout de ce DNDE. Je vous rappelle que vous pouvez profiter de l'offre de Cambly pour des cours d'anglais particuliers à moins 60% grâce au lien qui est en description. Comme d'habitude, je vous oriente vers l'espace commentaires pour partager vos questions et remarques. Nous répondrons à certaines d'entre elles dans la vidéo qui sortira ce samedi à 17h. Vous pouvez consulter la description pour des liens vers nos sources, nos podcasts et nos réseaux sociaux. Nous, on se donne rendez-vous jeudi soir pour un nouveau dossier de l'espace, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.